Bien le bonjour à vous, chers membres de l'ordre de Lux. Ça doit faire à peine quelques jours que le psychopathe numéro 1 vous a été transmis. Mais pour ma part, j'ai l'impression que ça fait une éternité. C'est difficile de garder la notion du temps, quand on voyage en son sein constamment. Pour mon deuxième rapport, le grand maître Castiel a voulu que je collecte des informations sur une catégorie particulière d'êtres humains. Ces meurtriers qui ôtent la vie aussi naturellement qu'ils respirent. Les tueurs en série. Le sujet numéro 2 s'appelle Alexander Pietruszki, et il était surnommé le tueur à l'échiquier, mis sous observation car comptant 60 victimes à son actif. Pour faciliter la bonne compréhension du rapport, le sujet numéro 2 portera le diminutif d'Alex. Ouvrez grand vos oreilles et apprenez de ses actes. N'oubliez jamais de quoi les êtres humains sont capables. L'observateur hibou est de retour, et voici le psychopathe numéro 2. Timecode numéro 1, 19 avril 1984. L'enfance est toujours un bon point de départ pour avoir des débuts de réponse, pour comprendre l'origine de tout. Alex venait d'avoir 8 ans, et le constat était simple et triste. Son père les avait abandonnés, lui et sa famille, dans une URSS froide et impitoyable. Et quelques années après, à la suite d'une violente chute qu'Alex avait fait, sa mère s'était vue forcée de le confier aux bons soins d'un institut pour enfants handicapés du sud de Moscou. Il y passera une dizaine d'années, solitaire et triste, avec pour unique compagnie un plateau d'échecs, seul héritage de son grand-père qui lui avait appris à jouer. Je l'ai vu faire des milliers de parties contre lui-même, élaborant des techniques d'attaque, des méthodes de défense. Tout jeune, il était déjà devenu un stratège hors pair, un maître sans adversaire, et c'était la seule chose qu'il possédait. Personne n'aurait pu prévoir que ce prodige muet se servirait de son art pour se venger de cette vie où tout le monde l'avait abandonné. Timecode numéro 2, 14 avril 1992. L'URSS était tombée. Alex était majeur depuis peu, et il était passé de l'institut à un pensionnat pour jeunes ayant des troubles de la communication. Mais il parvenait maintenant à parler avec les autres êtres humains. Il avait même réussi à se faire un ami. Il s'appelait Mikhail, un autre jeune homme un peu perdu, qui lui avait demandé de lui enseigner les échecs. Depuis quelques mois, il ne se quittait plus et enchaînait les parties dans la salle commune du pensionnat, ou encore au parc public de Bitsa. Et même si Alex gagnait toujours, j'ai pu observer le sourire de Mikhail, celui du bonheur retrouvé après des années d'errance et de solitude. Au fond, les échecs ne l'intéressaient pas vraiment, mais il n'était plus seul maintenant. Ce jour-là, il jouait une énième partie et tandis que les coups s'enchaînaient, la télé de la salle commune diffusa les premières images du procès d'Andrei Chikatilo, le cannibale de Rostov. Toute la Russie s'enflammait. Les médias et le peuple ne parlaient plus que de cet homme, autrefois inconnu qui aujourd'hui ne quitterait plus jamais les mémoires, tant ce que la Russie découvrait était monstrueux. C'est là que l'idée a germé dans la tête d'Alex. Tout le monde l'avait abandonné. Il n'avait ni chance, ni espoir, ni rêve. Pour devenir quelqu'un, pour rester gravé dans l'histoire de manière définitive, il fallait peut-être devenir un tueur, enfin, pas juste un parmi tant d'autres, le plus grand de tous les tueurs. Ce jour-là, ce fut la première fois que je pus l'observer quitter une partie avant la fin. Ça ne l'amusait plus. Il voulait jouer pour de vrai. Troisième timecode, 27 juillet 1991. Cette étape de mon observation est l'une des plus importantes en termes de symbolique. Cette journée, c'est celle du premier meurtre d'Alex. J'avais pu l'étudier et préparer son plan. Pendant 3 mois, Alex avait envisagé chaque possibilité. Il fallait faire simple, rapide, efficace, et tout ça sans laisser de traces. Il avait facilement mis en place une technique d'attaque. Mais le plus dur pour Alex, c'était de trouver un lieu, un endroit stratégique, où il aurait pu tuer et faire disparaître ses victimes d'un seul coup. Mais il avait cherché pendant des semaines, et c'est finalement en consultant les plans de la ville que l'endroit idéal vint à lui. Et en plus, quelle ironie. Le lieu parfait, c'était le parc de Bitsa. Ce parc où Alex allait toujours jouer en plein air avec Mikhail. 22 km² de tranquillité, en plein Moscou. De jolis bois où se promener, et parmi ces arbres, de grosses plaques d'égout, toutes directement reliées au réseau de la ville, comme autant de portes débouchant sur l'enfer.
C'était parfait. Et en plus, il connaissait les lieux par cœur. Alors il s'y est rendu ce soir-là. Il avait invité son ami Mikhaël à sortir pour boire un verre. C'était pas rare que ces deux-là aillent se mettre à l'abri des regards pour vider une bouteille de vodka en douce. Ils discutaient de tout. Leur dur quotidien, leur peine. Des dizaines de fois, ils avaient évoqué le besoin mutuel de se venger de cette vie qui les faisait tant souffrir. Mais ce soir-là, c'était différent. Alex voulait passer du fantasme à la réalité, et il avait besoin de Mikhaël pour l'épauler. Besoin d'un cavalier à ses côtés. Ensemble, ils seraient plus que des légendes. À deux, ils pourraient devenir des dieux. Alors il avait tenté sa chance, et expliqué son plan à Mikhaël. Mais rien ne s'était passé comme il l'avait prévu. Assis là, au centre du parc de Bitsa, j'ai observé l'étincelle de l'amitié s'éteindre dans les yeux de Mikhaël, tandis que grandissait la flamme du mal dans ceux d'Alex. Il lui faisait peur, et il n'avait maintenant plus qu'une seule idée en tête. Fuir. Alex l'avait compris très vite, et c'était inenvisageable. Personne ne devait lui barrer la route, et il était hors de question que Mikhaël l'abandonne comme tous les autres. Il avait plongé sa main gantée dans son épais manteau fourré, et en avait sorti un gros marteau, l'arme qu'il avait choisie pour faire le boulot. Et dans un grand geste, Alex avait brisé le crâne de son meilleur ami, alors qu'il tentait de s'enfuir. Le corps de Mikhaël s'était affaissé de tout son long, tel un pantin sans ficelle. Et comme si ce n'était pas suffisant, tandis qu'il se vidait de son sang, Alex avait fait quelques pas pour ramasser la bouteille de vodka qu'il avait partagée plus tôt, avant d'achever son ami en lui plantant le goulot de cette dernière dans la plaie. Sans pitié, à même la matière grise. Jamais je n'aurais cru que ce serait Mikhaël le premier à y passer. Mais c'est sans un remords qu'Alex balança son corps non loin, dans cet égout puant et infect, avant de refermer la plaque sans même un mot d'adieu. Et tandis que le corps sans vie de Mikhaël dérivait lentement, celui sans âme d'Alex était rentré tranquillement chez lui. Il s'était rendu jusqu'à son échiquier, et y avait collé une petite étiquette avec le numéro 1 avant d'aller se coucher comme si de rien n'était. C'est là que j'ai compris son objectif. Il voulait tuer 64 personnes, une pour chaque case de son vieux plateau de jeu. C'est ce soir-là qu'Alexander Pichushkin est devenu le tueur à l'échiquier. 4e timecode, année 2001. Le timecode numéro 4 englobe une année dans sa totalité, tant il fut intéressant d'un point de vue psychologique et sanglant. Après son premier meurtre, Alex avait pris conscience de beaucoup de choses. Prendre la vie de tant d'êtres humains n'allait pas être chose aisée. En plus de trouver des victimes, il fallait pouvoir les contrôler ou les manipuler pour arriver à ses fins. Et bien qu'il avait tout pour tuer, il lui manquait encore certaines choses pour atteindre ses objectifs. Il lui fallait une personnalité, du charisme, de la confiance en soi. En somme, il lui fallait un masque d'être humain. Alors il a passé 9 ans à se muscler, à aborder des gens dans la rue pour étudier leurs réactions. Il s'est trouvé un petit boulot et avait même réintégré le domicile maternel maintenant qu'il pouvait l'aider financièrement. En fait, jusqu'en 2001, Alex s'était fabriqué une vie de toutes pièces. En tout 3285 jours à s'entraîner pour pouvoir remplir son échiquier. La suite fut froide, inhumaine et méthodique. Il me faudrait des heures pour parler des 30 premières victimes qui rejoignirent le cadavre de Mikhaël. Les semaines s'enchaînaient et les coups de marteau pleuvaient. Des hommes avec qui il jouait aux échecs dans le parc. Des personnes qu'il abordait dans la rue. Des SDF à qui il avait proposé un coup à boire. Je l'ai même vu tuer un petit garçon d'une dizaine d'années à peine. À chaque fois, il plantait quelque chose dans le crâne qu'il venait de fracasser, et ils disparaissaient tous en une seconde. Tous sauf une, Maria Vilicheva, la première femme qu'il tenta de tuer, la première reine de son jeu. Il l'avait choisie parce qu'elle était triste, abandonnée par un homme qui l'avait mise enceinte quelques mois auparavant. Après leur premier rendez-vous, il avait inspiré une dernière fois son parfum et lui avait brisé la tête sans remords. Mais il ne l'avait pas achevé comme d'habitude. Il n'en avait pas eu le courage. En fait, je crois qu'il l'aimait et que maintenant, elle ne l'abandonnerait plus jamais. Mais ce qu'Alex n'avait pas vu quand il achetait dans cette bouche d'égout infâme, c'est que Maria respirait encore. Cette partie du rapport concerne Maria Vilicheva, dont l'étude inopinée m'a permis d'observer les mécanismes de survie des êtres humains de cette époque. Malgré sa blessure et le sang perdu, Maria reprit conscience au milieu des immondices, de la merde et des cadavres.
Muée par la peur de perdre la vie qu'elle portait, elle parcourut plus de 500 mètres de tunnel la tête ouverte avant de trouver une sortie qu'elle pouvait emprunter. Elle a même réussi par la suite à atteindre l'hôpital le plus proche et par conséquent sauver leurs 2 vies. L'intervention de la police russe à ce moment-là aurait dû signer la fin de tout. Mais l'agent en charge de l'affaire jugea que la querelle conjugale d'une femme enceinte sans importance ni argent ne lui apporterait pas de promotion dans sa carrière. D'autant plus que le nom qu'Alex lui avait donné était faux. L'affaire était donc close. En fait, elle n'a même jamais été ouverte. Et ça coûtera 30 vies de plus à l'humanité. Ce soir-là, Alex colla une nouvelle étiquette sur son échiquier. Je l'ai vu sourire alors qu'il admirait les chiffres qui recouvraient bientôt la moitié du plateau. Mais Alex commençait à s'ennuyer. Il avait déjà ôté tellement de vies, se sentait si puissant. Il se prenait pour un dieu et il était temps que tout le monde sache qu'il existe. Cinquième timecode, 16 juin 2006. Voilà maintenant 5 ans que la Russie a découvert l'œuvre d'Alex. Ça n'avait pas traîné. Il avait tout simplement arrêté de faire disparaître les cadavres. Alex avait fait du parc de Britsa un cimetière à ciel ouvert. Et même s'il avait fallu qu'il tue une douzaine de personnes de plus pour ça, on avait fini par découvrir les cadavres. La nation tout entière savait maintenant que leur vie était menacée par un nouveau tueur en série. Alex suivait l'affaire tous les jours à la télé. Parfois il rigolait, tout le monde commençait la partie, alors que lui il l'avait déjà gagnée. Parfois il piquait des crises de colère devant l'incompétence de la police. À la télé on parlait d'au moins 15 victimes. L'échiquier d'Alex lui comptait 61 étiquettes. La dernière remontait à quelques semaines maintenant. C'était une jeune mère célibataire qu'il avait abandonnée près des égouts. Mais jamais la police de cette époque n'a pensé à le sonder. 15 personnes. C'était déjà impensable pour eux. Malgré tout, Alex n'avait jamais été aussi heureux, aussi accompli. Il avait presque atteint son objectif. Il ne lui restait que 3 cases à remplir, et plus rien ne pouvait l'arrêter maintenant. Il envisageait déjà la suite, pensait à l'avenir. Le maniaque de Britsa, comme le surnommaient les médias. Ce monstre sans âme, se baladait le sourire aux lèvres en plein soleil dans les rues de Moscou. Personne n'aurait pu imaginer qu'un tout petit bout de papier mettrait fin à tout ça. La seule et unique erreur d'Alex fut de ne pas respecter les règles de son propre jeu. Ne faisant plus disparaître les corps, il ne faisait plus disparaître les preuves, et il avait suffi d'un ticket de métro dans la poche de sa dernière victime, qui conduisit à une caméra de sécurité, qui mena à son appartement, dans lequel on trouva un numéro de téléphone. Celui qui avait fait enfin apparaître le nom que tout le monde avait tant cherché. Alexander Pichouchkin. Avec la fin de ce 5e timecode, sonne aussi la fin de la liberté d'Alex. Sixième et dernier timecode, 29 octobre 2007. Il a fallu 1 an à la police de ce siècle pour pouvoir condamner Alex à la prison à vie sans remise de peine possible. Au cours de cette année d'observation, il y eut nombre d'aveux ainsi que plusieurs découvertes comme celle de son échiquier et de son marteau. Bien qu'on l'ait jugé pour une 30aine de meurtres avérés, le nombre de ses victimes est donc de 61, dont une seule survivante. Voici les derniers mots qu'Alex ait prononcés en public, une parfaite conclusion pour cette observation. Exister sans tuer aurait été pour moi comme une vie passée sans se nourrir pour vous. Les humains monstrueux comme le sujet numéro 2 sont nombreux. Peu importe le temps ou l'espace, ils arpentent ce monde sous couvert d'un masque souriant. Vous voilà prévenu. Fin du Psychopass numéro 2. Observateur hibou. Terminé.